Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Nous sommes en pleine trêve internationale. Vous le savez, la Côte d'Ivoire doit négocier deux bons matchs test. Oui, le premier match face au Maroc le 14 octobre prochain et ensuite, 3 jours après, la Côte d'Ivoire devra donc affronter les Bafana d'Afrique du Sud le 17 octobre. Mais ce qui nous concerne, c'est le premier match face au Maroc qui aura lieu donc le 14 octobre, ce qui nous amène à notre sujet du jour. Amical, la Côte d'Ivoire doit-elle craindre le Maroc? Voici donc le sujet du jour. Ils sont là, Charles Demandé et Martial Gorou. C'est là, vous, messieurs. Salut, Magat. Salut, Magat. Comment allez-vous? Ça va. Assez bien. Allez, c'est reparti pour une nouvelle saison, épisode 2, cette fois-ci. Allez, on le disait la semaine dernière, on disait que oui, il y a la petite trouvaille dans l'heure des tchatcheurs cette saison, c'est le petit sondage sur les sujets du jour. Donc, je rappelle le sujet du jour quand même. La Côte d'Ivoire doit-elle craindre le Maroc? D'ici à quelques instants, nous vous donnerons donc les résultats de ce sondage, surtout en fin d'émission. Vous le savez toujours aussi également, le téléphone sera de la partie 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Messieurs, avant donc d'aborder le sujet donc, du débat, j'ai une question pour vous. Est-ce que le sélectionneur Jean-Luc Gasset joue gros lors de cette fenêtre internationale, le premier match face au Maroc et puis le second face à l'Afrique du Sud? Donc, jouer gros, c'est trop dit. Il est en préparation. Le plus important, c'est de tirer les enseignements de ces deux matchs amicaux face au Lion de l'Atlas le 14 et puis face au Bafana d'Afrique du Sud le 17. C'est trop dit, jouer gros, c'est trop dit. Maintenant, c'est vrai, quand tu es en préparation, il faut te mettre en confiance, mais ce n'est pas sur ces deux matchs-là qu'on va le juger. Donc sur ça, bon, voilà, il n'a rien à craindre, on peut même aller avec des défaites et ça, et là, il n'y a pas de problème. Non, mais parce que il peut perdre ces deux matchs et puis gagner la CAN. Moi, je prends le cas de Hervé Renard, qui a gagné des matchs, qui a perdu des matchs ici. Moi, je me souviens très bien. Il a perdu d'abord 4-1 contre les Lions du Notable au Cameroun. Il a perdu 4-3 ici contre la RDC. Mais après, il a tiré les enseignements, parce que le plus important, c'est de tirer les enseignements. Quand Hervé Renard, il prend 8 buts en 2 matchs, il perd contre la RDC, il se dit, attention, défensivement, je n'ai pas une défense centrale. Et là, toute la presse a critiqué ça. Il a été obligé de rectifier le tir, d'aller chercher Eric Bailly, de trouver la complémentarité avec Kolo, etc., etc. Donc je pense qu'il faut tirer les enseignements de ces deux matchs-là, mais il ne joue pas gros, parce que le plus important, c'est d'être prêt à partir du 13 janvier. On l'a dit, l'heure de vérité approche pour Jean-Luc Gasset et les éléphants de Côte d'Ivoire. Comment voyez-vous ce match face au Maroc, justement, par rapport à Jean-Luc Gasset? Je pense que c'est un match de prestige. Oui, c'est un match sans enjeu. C'est un match qui va permettre à Jean-Luc Gasset de jauger la valeur de ces éléments. Parce que là, c'est un adversaire de taille qui a quand même été demi-finaliste de Coupe du Monde et qui est classé numéro 1 en Afrique au classement FIFA. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier la mission assignée à Jean-Luc Gasset, c'est de bâtir une équipe compétitive pour aller jouer la CAN et prétendre la gagner à domicile. Mais le problème, ça fait pas mal de mois qu'on répète également qu'on aura donc un commando, surtout au mois de mars, finalement qui a été reporté au mois de juin. Ensuite, oui, mais l'équipe commando, oui, elle sera prête, elle jouera la CAN, mais pas avant. On prépare une équipe performante pour être prête le jour J. Et je crois que la chose la plus importante, c'est la CAN 2023 à domicile. Donc là, c'est deux rencontres aux allures de préparation, c'est tout. Donc pour vous, le navire ne tangue pas, et Jean-Luc Gasset peut être tranquille. Je vais lui demander, peu importe l'issue de ce match. Il doit être tranquille. Au contraire, il doit être tranquille. Parce que ce genre de match-là, contre le Mali, contre le Maroc, doit permettre à Jean-Luc Gasset de voir d'autres joueurs, de voir ses stratégies, de voir ses choix, etc. De se préparer. À 90 jours de la CAN, encore des essais Non, mais quand on parle d'essais, il y a des joueurs. Quand tu prends un gars comme Ousmane Diomandé, tu l'as vu comme des matchs. Face aux Lesotho seulement. Face aux Lesotho, et puis après, contre le Mali, Ndika, tu l'as vu comment il faut le revoir. Il faut maintenant le revoir face au Lion de l'Atlas. Il faut le revoir face au Bafana pour mieux le juger. Donc c'est pourquoi je dis, il va continuer de voir des joueurs. Maintenant, on se répète, le plus important, je le dis, je le répète, par l'expérience que j'ai, je sais que quand un sélectionneur prépare une Coupe d'Afrique, on le juge
lors de la compétition, et c'est le plus important. Tu peux perdre tout un match de préparation et aller gagner la compétition. Tu peux aussi gagner tout un match de préparation et puis perdre la compétition. Vous m'étonnez sur le demander. En fait, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est vrai, c'est des matchs sans enjeu, mais je crois que Jean-Luc Gasset doit aligner l'équipe qui sera la plus proche de celle qui débutera la prochaine CAN. Et il ne faut pas oublier qu'il y a les éliminatoires du Mondial 2026 qui débutent en novembre prochain. Donc, ça sera une occasion pour Jean-Luc Gasset de faire une revue des troupes et pour voir quelle est l'équipe qui pourra vraiment débuter cette éliminatoire du mondial prochain. Donc, on continuera encore à faire des essais, ça et là, on vous a compris. On va avancer sur le demander. On a beaucoup de choses à dire dans cette émission. Vous aurez le temps, effectivement, de revenir, de donner le reste de vos arguments. On l'a dit. Jean-Luc Gasset a donc la carapace dure. Hein. Il a le dos rond, il sait encaisser, on espère. Hein. Et puis, on lui fait confiance qu'il nous trouvera donc une équipe compétitive, surtout des bons commandos pour la CAN à venir. Messieurs, on l'a dit, hein. C'est l'heure d'aller donc au débat. Mais avant, on plante le décor avec le sujet qui arrive. La question est posée. La Côte d'Ivoire doit-elle craindre le Maroc? C'est le sujet du jour. Je vais le demander, nous vous écoutons également. Écoutez, je pense que la Côte d'Ivoire doit craindre le Maroc. Parce que si je dis que la Côte d'Ivoire ne doit pas craindre le Maroc, c'est que je suis un menteur. Ah oui? Oui, parce que oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que sur ce match, tu peux craindre une équipe et puis battre l'équipe. Ça, c'est le football aussi. Mais quand tu regardes ces derniers temps, le Maroc se présente comme la bête noire de la Côte d'Ivoire. Je me souviens de ce match important lors de la CAN 2017 à OM. Le dernier match, ils nous ont battu 1-0. C'est qui nous a éliminés. On est tombé au premier tour. Ensuite, il y a eu les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. On a été battu 2-0 par ces Lions d'Atlas d'Hervé Renard. Effectivement. Et puis, c'est quand même la 13e nation mondiale au classement FIFA. Première nation africaine. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Le 25 mars dernier, ce Maroc a battu le Brésil 2-1 en match amical. Et puis, c'était quand même la première nation à se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut aussi le souligner. Et puis, cette équipe-là a un entraîneur qui est un fin tacticien. Un entraîneur qui a su... Donc, voici un peu les éléments probants pour vous qui vous font dire que... voilà. Maintenant, ça reste un match de foot. Tu peux avoir peur. Une équipe peut te faire peur, mais tu peux la battre sur un match. Donc, cela ne veut pas dire que ce qu'ils sont en train de dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas battre le Maroc. Mais je dis, pour répondre à votre question, quand tu regardes ce que je vois, la Côte d'Ivoire doit craindre le Maroc. Vous avez dit effectivement, si vous avez dit que la Côte d'Ivoire ne doit pas craindre le Maroc, vous serez donc un menteur. C'est ce que vous avez dit. Ouais. D'accord, nous y revenons tout à l'heure. Oui, et vous, Martial Gourou? Non, moi je pense que la Côte d'Ivoire ne doit pas craindre le Maroc, mais il faut respecter le statut de l'adversaire. Oui, le Maroc a été demi-finaliste, première nation africaine. Donc, il ne faut pas venir jouer face au Maroc comme si on se retrouvait devant une équipe moins cotée. Vous comprenez ma nuance? Oui, voilà. bien sûr. Respecter l'adversaire, même, ne peut pas craindre l'adversaire. Maintenant, Choilio dit que cette équipe du Maroc a battu le Brésil, oui, après la Coupe du Monde en match amical, par 2-1. Exactement. Mais après, le Maroc a coincé devant une équipe africaine, le Cap-Vert. Un match amical 0-0. 0-0, effectivement. Et ensuite, ce Maroc-là s'est retrouvé devant l'Afrique du Sud lors de la 5e journée des éliminatoires, battu par l'Afrique du Sud 2-1. Donc, ce que je voulais dire, c'est un constat. Le Maroc, devant des équipes européennes ou bien sud-américaines, arrive à briller. D'accord. Mais le football africain a ses réalités. Oui, parce que quand on prend l'ensemble des joueurs qui évoluent au Maroc, pour la plupart ont été formés en Europe, à l'exception de 2 ou 3 joueurs qui ont été formés à l'Académie Mohamed VI. Donc, je crois que, à partir de ce que je viens de dire, je crois que c'est un match de football, c'est ouvert, et les éléphants ont des joueurs talentueux, et je crois qu'ils vont se battre avec les arbres. Mais sur ça aussi, Martial Gourou, nous avons des joueurs aussi également qui ont été formés dans les meilleures académies donc en Europe, surtout Wilfried Zaha, vous avez Sébastien Haller, Jonathan Bamba, tout ce beau monde-là, ils n'ont pas été formés ici. Oui, mais je vais dire que là-bas, il y a quand même... Pour la Côte d'Ivoire aussi. Non, pas du tout. Il ne faut pas craindre. Moi, je pense qu'il ne faut pas craindre. Vous savez, ce Maroc-là, c'est vrai, a créé la surprise, est entré dans l'histoire par rapport à la Coupe du Monde, mais on ne joue pas un match de Coupe du Monde. C'est un match amical, on est sur le continent, on se connaît,
Et je pense que... On a toujours dit qu'il faut se baser sur le passé pour construire l'avenir. Non, je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Voilà. Le passé peut guider l'avenir, mais je veux dire que là, c'est une nouvelle réalité. C'est un match amical. La Côte d'Ivoire qui veut retrouver de la confiance. Parce qu'on est battu par la Zambie. Et après, on fait un petit match face aux Comores. Donc aujourd'hui, les éléphants ont l'occasion, voilà, face aux Lesotho, pardon, les éléphants ont l'occasion, devant leur public, de montrer qu'ils ont quelque chose dans le ventre. Donc je pense que ça serait un match épique. Oui, je pense que quand tu dis que la Coupe du Monde, l'Afrique, le football africain, c'est réalité, mais le Maroc est un pays africain. Oui. Tout à l'heure, j'ai donné des exemples où le Maroc a battu la Côte d'Ivoire à la CAN 2017, le Maroc a battu la Côte d'Ivoire ici à Abidjan. Et puis, tu dis que... Bon, en fait, non, j'arrive. Tu dis que le Maroc a perdu contre l'Afrique du Sud. Mais là, il faut relativiser, parce que le Maroc était déjà qualifié. C'est le troisième match des éliminatoires. Le Maroc, à la première journée, a battu l'Afrique du Sud 2-1. Deuxième journée, le Maroc a battu le Libéria 2-0. Donc, c'est dans le groupe K qui s'est retrouvé à 3, puisque le Zimbabwe avait été suspendu. Donc, avec ces 6 points, le Maroc était déjà qualifié. Donc, le match contre l'Afrique du Sud comptait pour du beurre. Ils ont été battus. Mais je voulais répondre à Chalot. Non, permettez-moi. Je voulais lui répondre. Oui. Chalot, ici, sur ce même plateau, quand c'est la Côte d'Ivoire qui joue, d'après lui, contre des équipes moins cotées, et je disais que la Côte d'Ivoire, c'est un match des éliminatoires, comme la Côte d'Ivoire étant qualifiée comme pays organisateur, comptait pour du beurre. Mais j'ai entendu ici dire que non, il y a quand même une image à défendre, mais c'est la même chose. Le Maroc est quand même demi-finaliste de la Coupe du Monde. Exactement. Donc, elle a quand même son image à défendre devant l'Afrique du Sud. Non, mais donc même si elle est qualifiée, je pense qu'elle ne doit pas se laisser battre. Par ailleurs, Charlot, permets-moi de terminer. Par ailleurs, pour parler des victoires, des défaites, là, le Maroc a perdu... Monsieur, on verra tout ça, on verra les chiffres en détail, tout ça, des nations de la Côte d'Ivoire et du Maroc. Oui. Mais ce qui semble dire, effectivement, vous avez dit ici que oui, la Côte d'Ivoire qui était déjà qualifiée d'office, car étant donc pays hôte. Voilà, ne devrait pas aussi jouer. Oui, se laisser, voilà, devait jouer tranquillement. Mais c'est la même chose. Mais là où on a dit que le Maroc. Voilà, non, c'était pour répondre à sa question. Il a pris l'exemple pour justifier son argument, pour dire que l'Afrique du Sud a battu le Maroc. C'est vrai, je lui dis que dans ce groupe K, qui s'est retrouvé à 3, avec 3 équipes, le Maroc, après 2 victoires, 6 points étaient déjà qualifiés. Donc voilà, c'est quelque chose que je te dis. Voilà. Et quand tu dis aussi que le Maroc a fait 0-0 contre le Cap-Vert, mais il faut aussi dire que la Côte d'Ivoire a fait 0-0 contre le Lesotho. Donc ça peut arriver. Mais M. Chalot, je donne les chiffres du Maroc. Mais moi, je ne les invente pas. Charlot demandait avant ça. Voyez donc le parcours des éléphants de Côte d'Ivoire lors de ces éliminatoires de la CAN 2023. On le sait, la Côte d'Ivoire étant donc déjà qualifiée, mais quand même était dans le groupe H. Alors, lors de la première journée, ce qui a eu lieu le 3 juin 2022, la Côte d'Ivoire a battu sans embâche l'équipe de la Zambie par le score de 3-1. C'était donc le premier match d'ailleurs de Jean-Louis Gasset, premier match officiel. Ensuite, un match nul dont vous parliez à l'instant, mon cher Charles demandé, 0-0 donc au Lesotho. Après, une autre victoire face aux Comores, 3-1 le 24 mars 2023 à Bouaké. Le match retour a eu lieu aussi également. La Côte d'Ivoire a battu les Comores par le score de 2-0. Et ce fameux match, lors de la 5e journée, messieurs, à Andola, où la Côte d'Ivoire a perdu le Nord carrément, score 3-0. Et puis lors de la 6e journée, qu'on a vu tout récemment, le 9 septembre dernier, au stade Laurent Pokou de San Pedro, avec une petite victoire des Ivoiriens par le score de 1-0. Ce qui nous donne pour bilan 6 matchs pour la Côte d'Ivoire. 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, 9 buts inscrits, 5 buts encaissés. Au niveau du classement, la Côte d'Ivoire arrive à la 2e place avec 13 points plus 4. Quant à la Zambie, qui a 13 points plus 6. Donc c'est au niveau du goal average que nous sommes classés 2e. Au-delà de ce parcours, on peut dire, Charles, demander quand même que le parcours des éléphants de Côte d'Ivoire est très honorable. Mais quand tu ne dois même pas poser cette question. Pourquoi? Parce que... Mais je la pose quand même, et vous répondez s'il vous plaît. Honorable, ils étaient déjà qualifiés pour la CAN. Justement, étant qualifié, on peut même terminer même à la dernière place. Oui, laisse-moi terminer. Mais c'est la Côte d'Ivoire
c'est la Côte d'Ivoire quand même. C'est un statut à défendre. Et la Côte d'Ivoire a terminé 2e de son groupe. Donc la Côte d'Ivoire était déjà qualifiée. Donc la Côte d'Ivoire a joué ces matchs-là sérieusement. Non mais quand ils ont joué contre la Zambie, c'était sérieux. Ils ont battu la Zambie sérieusement. Oui. On était tous témoins de ce match-là. Ils ont été accrochés à la deuxième journée face au Lesotho. Ensuite, ils ont battu le Comore 3-1. Ils ont battu, sans les battre le Comore au match retour 2-0. Et puis ils se sont fait avoir par la Zambie 3-0. Donc je dis que c'est normal, c'est le train qui est arrivé à l'heure. On attendait la Côte d'Ivoire là. C'est pas un événement. Voilà, c'est pas un événement. C'est pas un événement. Alors, ce qu'il semble dire, Charles Demandé, je le comprends. Il avait dit ici également que la Côte d'Ivoire jouait face aux petites nations. Effectivement, on a dû le voir, hein, dès qu'on a croisé un adversaire qui est la Zambie, qui en voulait crânement, se qualifier également pour cette CAN-là. Le Libéria dans la poule du Maroc. Le Libéria n'est qu'une grande nation de football. Non, on est sur la Côte d'Ivoire pour le moment. Et la Côte d'Ivoire n'a pas choisi ses adversaires dans sa poule. C'est à l'issue d'un tirage au sort. D'accord, ça on le sait. Ça, c'est assez clair. Mais je vais dire que, malgré tout ce qu'on dit, là, vous êtes réduit au match officiel, mais dans l'ensemble, le bilan des Gassé, c'est 10 matchs. Et 6 officiels, 4 amicaux. On est en train de faire le bilan de Jean-Luc Gasset. Donc, je peux dire que, dans l'ensemble, Jean-Luc Gasset, pour l'instant, est sur la bonne voie. Ce n'est pas lui qui choisit ses adversaires, mais dans l'ensemble, je crois que son bilan est positif. Mais ce que je le demander semble dire, où je suis d'avis un peu avec lui, mon cher Martial Gourou, c'est que, par exemple, le Maroc a gagné quand même pas mal de nations. Pas mal de grosses nations. Oui. La Côte d'Ivoire, lorsqu'on joue des adversaires un cran au-dessus ou un peu similaires, on perd. Ce match est importantissime. Oui. Au Cameroun, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, on a perdu. Match des 8e de finale de la CAN face à l'Égypte, on a perdu. Ce match amical face au Burkina Faso, qui est une équipe qui monte en puissance en Afrique, on a perdu. Les 2 matchs amicaux face à la France et l'Angleterre, on n'en parle pas. Eh bien voilà, l'un mis dans l'autre, effectivement. Et voici le Maroc, qui est aussi également une équipe du même acabit. Donc là-dessus, également, on peut craindre. Monsieur Maroc, lors de la CAN 2019, a été sorti de la compétition par qui? Par le Bénin. Le Bénin, ce n'est pas un gros d'Afrique. D'accord. Mais donc, c'est pour dire quoi? Chaque match a ses réalités. Le Maroc s'est fait battre par le Bénin, je dis bien, lors de la CAN 2019. Donc, ici, la Côte d'Ivoire a hérité d'adversaires. Elle n'a pas choisi ses adversaires. C'est tout à fait normal qu'elle ait pu montrer ses capacités devant ses adversaires-là. Et maintenant, quand on va arriver devant de gros morceaux, certainement que la Côte d'Ivoire va rehausser son niveau de jeu et puis on verra bien ce que ça va donner. Mais ce que tu dis, le Maroc, la CAN 2019, diffère du Maroc de 2022. Ça, il faut être clair là-dessus. Oui. Cette équipe est montée en puissance depuis que Regragui a pris l'équipe. Il a donné un nouveau souffle à l'équipe. Il a trouvé un équilibre à cette équipe-là. Donc c'est une équipe qui est totalement différente de celle qu'on a connue en 2019. On verra tout à l'heure dans le moins de détails, mais c'est cette équipe du Maroc, je dis, après le mondial, c'est vrai qu'elle a battu le Brésil, mais face au Cap-Vert, c'est un 0-0. D'accord. Face à ce qu'il ne veut pas entendre, face à l'Afrique du Sud, c'est une défaite. Ça, ce sont des faits. Ils sont sacrés. D'accord. Les commentaires sont libres. Vous parlez effectivement du parcours du Maroc lors de ces éliminatoires de la CAN 2023. Découvrons ce parcours d'ailleurs lors de la première journée, le 3 juin 2022. Le Maroc avait battu l'Afrique du Sud à domicile par le score de 2-1. Ensuite, lors de la deuxième journée, un déplacement heureux au Libéria, 2-0 pour les Marocains. Et lors de la 5e journée, l'Afrique du Sud a battu le Maroc par le score de 2-1 avec, semble-t-il, comme Charles Demandé l'a dit, une équipe qui était déjà qualifiée parce que c'est 3 équipes dans la poule. Donc 2 victoires déjà, vous êtes qualifiés d'office, ce qui donne pour bilan 3 matchs, 2 victoires, 0 nul, 1 défaite, 5 buts inscrits, 3 buts encaissés, 2e du groupe K avec 6 points. Alors, là-dessus, mon cher Martial Gourou, on peut dire que le Maroc aussi trie ses matchs. Et voici un gros match face à la Côte d'Ivoire où le Maroc risque de ne pas perdre. Face au Cap-Vert, ce n'est pas aussi une équipe du même acabit que la Côte d'Ivoire, ou même face à l'Afrique du Sud. Monsieur Magatz, oui. On était en 2002. Oui. La France a été championne du monde en 2018. Elle s'est retrouvée devant le Sénégal. Ça. Oui. Oui, je parle de 98. D'accord. En 98, elle s'est retrouvée devant le Sénégal. En match d'ouverture, le Sénégal a battu la grande France, championne du monde en titre. C'est pour vous dire que le football est une discipline irrationnelle, incertaine. Les réalités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Oui. Le Maroc a été vice-champion du monde. Aujourd'hui, elle est la première nation en Afrique, mais elle va croiser une équipe de Côte d'Ivoire qui est quand même 2 fois championne d'Afrique. Le Maroc n'a remporté
que la CAN une seule fois, en 1976, à domicile. La Côte d'Ivoire a gagné ses CAN à l'extérieur. Donc, elle aura une équipe en face. Mais à vous écouter, le Maroc ne va pas remporter la CAN en Côte d'Ivoire. Non, je ne crois pas. Mais tu sais, ce que tu dis, on le sait. Le football est une science irrationnelle, on le sait très bien. Chaque match a sa vérité, chaque match a son histoire. Mais là, nous sommes en train de dire, la question est bien claire. Faut-il craindre cette équipe du Maroc? J'ai dit non. Moi, j'ai dit oui. Ah ouais. Maintenant, ça reste un match de football où tout est possible. Parce que quand tu regardes la forme de cette équipe, quand tu regardes son parcours, quand tu regardes l'histoire récente entre les deux sélections, tu te poses des questions. Effectivement, vous parliez donc de l'histoire récente de cette formation du Maroc qui a été vraiment époustouflante lors de la dernière Coupe du Monde qui sort l'Espagne donc en huitième de finale, qui sort le Portugal en quart de finale, qui a fait trembler la France jusqu'au bout. On a vu comment la France a peiné avant de venir à bout donc, de ces Marocains par le score des 2-0 en demi-finale. D'ailleurs, un meilleur classement d'une nation africaine dans ce mondial, avec le 4-3-3 aussi également très, très huilé. Hein. Là-dessus, je suis d'avis avec vous, on peut vraiment craindre si le Maroc retrouve ses automatismes, n'est-ce pas? Oui, effectivement, parce que tu vois, il y a un entraîneur qui a changé le visage de cette équipe. Parce que l'une des forces de cette équipe, des Lions de l'Atlas, c'est aussi l'entraîneur. Il a apporté sa touche. Gasset n'a pas apporté sa touche à la Côte d'Ivoire. Mouillez-vous. Non, Gasset pour le moment. D'accord. Pour le moment, il n'a pas apporté sa touche. Parce que le projet de jeu est invisible. On ne voit pas encore la touche Gasset. Ça, il faut le dire tout net. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas battre le Maroc sur un match. Il peut battre le Maroc. Mais je dis, quand tu regardes l'équipe du Maroc, depuis l'arrivée de Regragui, qui a gagné la Ligue des Champions avec le WAC, il a donné un nouveau souffle. Il a mis en place un groupe. On voit une équipe il n'y a pas de vedettes, il n'y a pas de gros joueurs, il n'y a pas de grands joueurs, mais il y a un groupe, il y a une équipe. C'est ce qu'il faut souligner. Voilà. Magal, en fait, ce que je voulais dire, vous avez comparaison et pas raison. Moi, je voulais dire, ce Maroc est arrivé au mondial, elle a créé la surprise. Elle a franchi un palier. C'est-à-dire que... C'était pas dû au talent, c'est juste la surprise? Non, il y a une surprise. D'accord. Elle n'était pas attendue, le Maroc n'était pas attendu, pardon. Il a créé une surprise. Maintenant, ce que je voulais dire, ici, le mondial, c'est du passé. Il y a eu des performances exceptionnelles, on est d'accord là-dessus. Mais c'est après ces performances-là que les joueurs qui ont réussi vraiment cet exploit ne sont pas aujourd'hui au mieux de leur forme. À ça, nous y reviendrons effectivement dans les moindres détails au niveau des joueurs. Donc ce n'est pas le même Maroc qui était présent à la Coupe du Monde, qui a rayonné, de l'eau a coulé sous le pont. Aujourd'hui, la formation marocaine est revenue aux réalités africaines et je crois que sur le continent, elle ne brille pas comme elle a brillé au mondial. Mais ce que je suis en train de te dire, ce que tu oublies de souligner, tu parles des réalités africaines. Mais c'est cette même réalité africaine. On était à OM, dernier match importantissime pour la Côte d'Ivoire. Match décisif, troisième journée. Dans le groupe, le Maroc a battu. Une équipe moyenne du Maroc a battu la Côte d'Ivoire. On était tous présents ici au Stade Fauboigny. Une équipe moyenne du Maroc a éliminé la Côte d'Ivoire ici, 2-0. Et cette équipe-là, de 2017 et 2018, de 2017-là, elle est nettement en deçà de cette équipe marocaine de Regragui. Ce que je suis en train de faire comprendre. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas battre le Maroc, mais le Maroc est en progrès. 2017, ce Maroc-là est en progrès. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en progrès? La Côte d'Ivoire, pour l'instant, je me pose des questions. Voilà. Ce n'est pas parce que le Maroc a battu tout au long du parcours de l'histoire du football entre ces deux nations, la Côte d'Ivoire, qu'aujourd'hui, elle doit dicter sa loi à la Côte d'Ivoire. Je dis non. Il y a du travail qui a été fait. C'est qu'il semble dire. Non, il y a du travail qui a été fait. La Côte d'Ivoire possède des joueurs, de très bons joueurs. Mais ça, on le sait. Et des joueurs il n'y a même pas de débat là-dessus. Aujourd'hui, quand on voit l'animation offensive de l'équipe de Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a de l'espoir et qu'on peut faire jeu égal. Pourquoi pas battre l'équipe du Maroc? Justement, tu parles du vivier de la Côte d'Ivoire. Oui, justement, parce que c'est un vivier qui est très important. Et c'est pourquoi nous, on te dit, mais avec un tel vivier, pourquoi Jean-Luc Gasset n'arrive pas encore à apporter sa touche, sa patte? Voilà la question. De quelle touche tu parles? Monsieur, n'oubliez pas l'ambition de Jean-Luc Gasset. Oui, il est dans l'impact, sa mission, c'est de préparer une équipe qui va disputer la première compétition officielle, pour moi. Parce que celle de la CAN, je pense que déjà qualifiée, je ne considère pas ça comme une véritable compétition officielle. Mais la véritable compétition officielle de Jean-Luc Gasset va débuter par la CAN. Et je crois que la CAN n'a pas encore débuté, elle n'a pas encore eu lieu. Donc on ne peut pas dire
qu'est-ce que vaut l'équipe de Jean-Luc Gasset. On la verra à la CAN. Mais il faut tirer la sonnette d'alarme, effectivement. Oui, par rapport à quoi? Certaines zones d'ombre. Oui, par rapport aux zones d'ombre. Je t'explique. Quelles sont les zones d'ombre? L'attaque ne marche pas. Vous le savez, Martial Gorou ne marche pas en tant que tel. Son meilleur buteur, c'est Sangaré Ibrahim qui est milieu terrain. Oui, mais il fait partie de l'effectif. Oui, mais on parle de l'attaque. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas voir le football à l'ancienne. Où on dit que tu es avançant, c'est toi, tu dois marquer tous les buts de l'équipe. Aujourd'hui, le football est moderne. L'animation qui est mise en place peut permettre même à un défenseur central de venir marquer. On le voit à Willy Boli, à Nottingham Forest. Mais il a près de 60% de l'animation offensive de Nottingham Forest. Mais pourtant, c'est un défenseur central. Mais vous savez que son premier rôle, d'abord, c'est d'être défenseur. Mais il va au-delà. C'est ça le football moderne. C'est ça le football moderne. Il ne faut pas se cantonner qu'un buteur ne marque pas, mais si son coéquipier qui se trouve à l'aile ou bien qui est au milieu, qui en défense marque, c'est l'ensemble de l'équipe qui marque. Mais Martial, c'est ce qu'on appelle effectivement le dépassement de fonction surtout. Allons-y. Quand on parle de tirer la sonnette d'alarme, c'est vrai, on a le droit de se poser des questions, de tirer la sonnette d'alarme. Et lesquelles? Oui, parce que quand tu joues, tu bats les Comores à 2 reprises, 3-1, après 2-0, tout le monde applaudit, grande équipe. Tu tombes contre une équipe du Burkina Faso qui te bat. Tu vas en Zambie, tu prends 3-0. Burkina, Zambie, au-dessus des Comores et du Lesotho. Donc, tu dois te poser des questions. Et voici le Maroc est encore au-dessus de ces deux équipes. Donc, tu te poses des questions. Et quand tu joues le Mali, pendant 45 minutes, 0-0, c'est vrai que ce match-là, on aurait pu marquer 1 ou 2 buts, mais il y a une pluie exceptionnelle qui a pu faire la partie. Mais maintenant, quand tu vois tout ça, tu dois te poser des questions. Tu te dis, quand le débat est élevé, et puis là, ce qui a tout à l'heure, il a dit, tout à l'heure, il a dit, tu vois, aidons cette équipe. C'est notre rôle d'aider cette équipe-là. Et dire ce qu'il y a pour que les gens puissent ratifier le tir. Parce que quand le débat, quand les matchs deviennent importants, il y a la gestion émotionnelle des matchs qu'on n'arrive pas à maîtriser. Quand tu vois tous les matchs importants, décisifs, on les perd. Voilà la question. C'est pourquoi on s'est dit qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Nous tous, on a envie, au soir du 11 février, que la Côte d'Ivoire gagne cette Coupe d'Afrique. Mais pour la gagner, on l'a fait avec Hervé Renard. Quand il a pris 4 buts au Cameroun, il est venu prendre 4 buts contre la RDC. On a été les premiers à critiquer le jeu, à défendre des éléphants. Mais il a ratifié le tir, il a gagné la CAN. C'est de ça qu'il choisit. Mais M. Chalot, c'est vous-même qui avez donné l'exemple de 2015. Vous avez dit que l'équipe de Côte d'Ivoire n'avait pas réussi sur ces matchs amicaux. Oui, exactement. Mais on est dans le même schéma. Et puis là encore, c'est que Gasset n'a pas perdu tous ses matchs amicaux. Oui, mais nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme. Il faut retenir, malgré la défaite. Peut-être que le match face à la Zambie a été catastrophique. Mais je sais dans les conditions, et j'ai donné les raisons pourquoi on a perdu aussi lourdement en Zambie. Mais face au Burkina, la Côte d'Ivoire produit du jeu. Une équipe qui s'est créée. On retient quoi en finalité? Le score final ou le beau jeu? Je veux dire que quand une équipe en préparation, il faut être heureux que cette équipe s'est créée de nombreuses occasions de but. Et la Côte d'Ivoire le fait, sous Gasset, avant cette CAN. Donc je pense qu'il n'y a pas de quoi désespérer. Vous n'êtes pas inquiet? Non, pas du tout. On ne désespère pas. Pas du tout. Je ne suis pas inquiet. Inquiet de quoi? On a vu la première période Côte d'Ivoire à Lesotho, à San Pedro, avec un nombre incalculable d'occasions de but. Tout à fait. Avec un seul but marqué. Oui, mais c'est toujours bon qu'une équipe se crée des occasions et qu'elle ne les marque pas toutes. Mais c'est lorsqu'une équipe ne se crée pas d'occasion et qu'on peut... Vous savez, un match face au Maroc, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même motivation. Oui. Parce que c'est des éléments importants au football. Il y a un surpassement des joueurs parce qu'on sait qu'on est en face une grande nation de football. Donc, ces joueurs qui sont là, qui sont en train de travailler, je crois qu'ils auront du répondant face au Maroc. Mais tu sais qu'on ne désespère pas. Personne ne désespère. Ce que nous souhaitons, c'est de voir une bonne équipe de Côte d'Ivoire face au Maroc. Et avoir une équipe, peut-être pas des individualités, mais un groupe, un collectif, battre cette équipe du Maroc. Charles, ça fait en même temps aussi également pas mal d'années que la Côte d'Ivoire n'a pas encore retrouvé son collectif d'antan. Ça, vous le savez, depuis le retrait de Yaya Touré de la sélection, on a pu retrouver un collectif. C'est les différents sélectionneurs qui sont suicidés, qui ont été incapables de mettre en place cette machine-là. Oui, mais quand tu prends Regragui, il est arrivé quand... Vous tirez toujours sur la sélection. Mais monsieur, est-ce qu'on a une fois limogé des joueurs? Non, pas du tout, ça, est-ce que quand une équipe ne fonctionne pas, quand une équipe ne marche pas, c'est l'entraîneur Limoges. Quand tu prends l'équipe du Maroc, ils n'ont pas limogé Vaïd,
À 3 mois de la Coupe du Monde. Attends, non, j'arrive. Il n'est pas le modèle Vaïd. Oui. Et lui, regardez qui est arrivé, il n'a pas donné un nouveau souffle à cette équipe. C'est l'entraîneur qui guide, c'est lui qui fait ses choix, c'est lui qui met en place sa stratégie, c'est lui qui doit ses joueurs. Il faut que le collectif fasse. Mais justement, c'est que ton discours ne passe pas. Parce que quand un entraîneur, il faut que ton discours passe. Il faut que ton management soit parfait. Tu dois faire le bon choix, avoir un bon discours, avoir un bon management. C'est tout ça aussi. Là, on juge un entraîneur. Magaat, je voulais dire une chose. Dites-nous. Jean-Louis Gasset dans une phase expérimentale. Il a même dit en début d'émission. Il a même dit en début d'émission qu'il est dans une phase de préparation. Écoutez-moi très bien. Jean-Louis Gasset a utilisé 3 gardiens de but, 16 défenseurs, 9 milieux de terrain, 16 attaquants, soit 44 joueurs. Sur la 50. Oui, sur les 50 de cette fameuse liste mise à sa disposition. Ça veut dire déjà que il y a des changements qui s'opèrent à chaque fois. Parce qu'il veut voir les profils, il veut voir des joueurs en situation de jeu. Mais c'est pas trop de changements en un point fini. Non, mais c'est fait exprès. C'était pour voir, faire le tour, pour savoir qu'on ne s'est pas trompé sur les choix. Aujourd'hui, il s'est fait une idée. Il a eu des choses, des satisfactions, il a eu des insatisfactions. Et aujourd'hui, il va commencer véritablement à mettre en place cette équipe-là qui, pour moi, va commencer la prochaine CAN. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le même schéma que le Maroc. Les Marocains, eux, depuis le mondial, ils ont un effectif type. Et c'est les mêmes qui reviennent. Mais ce n'est pas le cas de Jean-Louis Gasset. Donc, on peut quand même lui accorder une circonstance atténuante. Et c'est à la CAN, on verra que M. Jean-Louis Gasset, vous avez eu 1 an, vous avez travaillé. Où se trouve le résultat de votre travail? Et c'est là qu'on va le juger. D'accord, là-dessus, avançons, Inch'Allah, demander. Alors, donc, on parlait effectivement de ce match face au Maroc. Messieurs, découvrons, je vous donne quand même pêle-mêle le 11 type de l'équipe de Walid Regragui. Bounou, le gardien, Achraf Hakimi, Naïef Aguerd, Romain Saïs, et Nousser Masraoui. Et puis en milieu de terrain, Azedine Ounaï, Soufiane Amrabat, Fassel Fajar. Et en attaque, Hakim Ziyech, Youssef N. Nesri et Soufiane Bouffal. Mon cher Martial Gourou, voici une équipe... Bouffal, je crois qu'il a été blessé dans son club. Il est indisponible pour 3 mois. Non, ça c'est l'équipe type qu'on connaît. Voilà, je voulais donner l'information. Je l'ai aussi également, mon cher Martial Gourou. Maintenant, ce que je voulais dire... avoir les informations là-dessus. Ce que je voulais dire... Oui, mais cette équipe-là, elle fait peur. Non, pas du tout. On doit craindre. Ziyech a été écarté au mois de septembre. Oui. Pour manque de rythme. Et là, il est en train de trouver du plaisir. Il y a quelques matchs avec Galatasaray. Donc, ce n'est pas le Ziyech qu'on a connu au mondial qui est là aujourd'hui. Bounou, il se retrouve aujourd'hui en Arabie Saoudite. Non, mais... Il a quitté le... il se retrouve aujourd'hui en Arabie Saoudite. Non, je vais dire... Oui, il se retrouve en Arabie Saoudite. Vous n'avez pas des Ivoiriens qui sont en Arabie Saoudite. Il a joué la Coupe du Monde. Je pose la question. Ouais. Vous n'avez pas des... Non, je suis d'accord. J'ai dit qu'il se retrouve en Arabie Saoudite. D'accord. C'est vrai qu'il fait partie des meilleurs gardiens africains. Là même, il a été nominé, je crois, pour le meilleur prix du meilleur gardien. Et on prend Achraf Hakimi, c'est vrai, mais il a des défauts. Il n'est pas bon défensivement. Il ne possède pas un bon taux de réussite dans les centres. Donc, c'est des joueurs, on les a vus en réussite au mondial parce qu'ils étaient soudés, ils avaient un bloc équipe, ils jouaient très bas. Et puis, tout le monde défendait, tout le monde attaquait. Mais je crois que depuis quelque temps, il y a un petit ressort qui s'est cassé. Donc, je crois que ce Maroc-là est prenable. Je vais demander, nous allons comparer les milieux de terrain, côté donc, Côte d'Ivoire et face au Maroc, effectivement. Alors, la Côte d'Ivoire, on a acquis comme milieu de terrain Sangaré Ibrahim, Seko Fofana, Franck Essier. Voici les 3, puis peut prétendre à une place de titulaire. Si nous sommes dans les plans de, s'ils sont dans les plans de Jean-Louis Gasset. Et puis, côté du Maroc également, on a parlé tout à l'heure de Azedine Ounaï, Soufiane Amrabat et Faisal Fajar. Mais voilà, même Soufiane Amrabat aussi également, qui joue des bouts de match pour le moment avec Manchester United, même s'il revient à son moyen niveau. Mais le joueur à craindre, par exemple, dans cette formation du Maroc, surtout en milieu de terrain, c'est Faisal Fajar. 10 matchs cette saison, 3 buts, 4 pas décisifs avec Al-Weda en Arabie Saoudite. C'est un joueur vraiment pétri de talent. Comme vous l'aimez, box-to-box, capable de remonter les ballons, de les ressortir proprement. C'est un milieu de terrain à 3 vraiment qui fait rêver. Là-dessus, vos craintes peuvent être vérifiées. Là, je suis d'accord avec vous sur ça. Non, c'est ça que c'est l'une des forces de cette équipe, c'est son milieu de terrain. Oui. Parce qu'on l'a vu à la coupe du Monde, même quand tu regardes le contenu des matchs de cette équipe des Lions de l'Atlas, avec Amrabat, qui est vraiment qui a éclaboussé cette Coupe du Monde-là. Même Amala, il est très bon. Donc, au milieu de terrain, c'est une équipe qui a du répondant. Donc là, la vraie bataille,
La vraie bataille, l'une des clés de ce match-là, ce sera la bataille au milieu du terrain. C'est vrai qu'en face... Comme vous aimez le dire, hein, le cœur du jeu. Le cœur du jeu. C'est vrai que Seko va forcément apporter sa grinta, va apporter sa détermination, va apporter son savoir-faire. C'est un joueur boss-to-boss. Donc là, grosse bataille au milieu du terrain. Parce que le Maroc aussi tire ses forces dans son entre-jeu, dans le cœur du jeu. Mon cher Marcel Gour, la question, je n'ai pas souvenance actuellement qu'on a un milieu de terrain, un joueur qui a joué... au moins une dizaine de matchs et qui en a marqué 3 buts, 4 matchs décisifs en milieu de terrain pour le moment, côté de la sélection ivoirienne. Voici un garçon, on parle bien sûr de Faisal Fajar, hein. Même s'il est en Arabie Saoudite, on a aussi des joueurs là-bas comme Franck Kessié, comme Seko Fofana. Le problème, c'est que Seko Fofana revient de blessure. On a dû le voir, il a joué quelques bouts de match avec Al Nassr. Ça aussi, également, on peut craindre à ne pas voir le même Seko Fofana rayonnant qu'on a dû voir hein, lors du mois de septembre 2022. Et pour ça, vous n'êtes pas inquiet? Non, pas du tout. Pour la bataille du milieu? Non, pas du tout. Moi, donc Seko, Franck Kessié, Sangaré peuvent rivaliser d'Ader? Mais bien sûr, avec le nom qu'on vient de citer. C'est vrai que Sofiane Amrabat a été une bonne sentinelle lors de la Coupe du Monde, mais je dis que la réalité d'un match de Coupe du Monde et celle d'un match amical face à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. Monsieur Magat, le Real de Madrid, avec ses Galactiques, en 2003-2005, il n'y avait pas une équipe au monde qui pouvait avoir la qualité des joueurs que le Real avait. Mais ces Galactiques ont gagné quoi? C'est pour dire qu'au football, ce n'est pas les talents qui font une grande équipe. En dehors des talents, il faut aussi de la réussite. Et puis, il y a d'autres éléments, des ingrédients qui rentrent en ligne de compte. C'est vrai qu'on a vu ce Maroc à la Coupe du Monde assez rayonnant, mais je crois que l'équipe de Côte d'Ivoire, Ibrahim Sangaré, était un joueur qui était quand même sollicité par les grands clubs. Oui, les top clubs au monde. Mais il a préféré aller jouer à Nottingham Forest. Bon, on n'est pas là pour juger, son choix. Hein. Non, je ne juge pas son choix. Oui. Quand on prend Seko Fofana, qu'on le veuille ou non, c'est vrai, il revient de blessure, mais Seko Fofana a porté cette équipe du RC Lens. Et on l'a vu lors des 2 matchs qu'il a disputés avec la Côte d'Ivoire. C'est un joueur pétri de talent. Et M. Franck Kessié, aujourd'hui, on le voit, il porte à bout de bras son équipe en Arabie Saoudite. Donc, je pense qu'on a des joueurs qui peuvent rivaliser de talent et d'ardeur avec les joueurs marocains. Mais tu vois que je vais te surprendre un peu. Hein. Oui, vas-y. C'est pourquoi, quand tu compares les 2 listes, quand tu compares les 2 équipes, il n'y a pas photo. Le Maroc n'est pas au-dessus en termes de joueurs individuels, qualité individuelle, que la Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Ça, c'est important. Ça, c'est important de le dire. C'est au niveau collectif. Hein. Oui, c'est-à-dire que depuis 2017, quand tu compares les équipes, le Maroc ne domine pas la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, même comme je peux même dire que la Côte d'Ivoire est parée en termes de joueurs de qualité. Mais ce qui fait la différence, M. Marcel Gourou, qu'il faut retenir, c'est l'équipe, c'est le groupe. Ils ont, quand tu regardes là, Bounou, Achara, Hakimi, Agod, Atia, Amala, Amaral, c'est quoi? D'accord, donc par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais c'est le groupe, c'est l'équipe. Voilà, c'est l'équipe. Mais c'est ça qui fait la différence. Et là, on a placé le temps, messieurs. Il nous reste. Laisse-moi développer. On a placé du temps. J'ai expliqué. D'ailleurs, en plein direct. Marcel Gourou, s'il vous plaît. Il nous reste placé le temps. Il nous reste juste 1 minute pour une dernière question pour vous. Alors, face au Maroc, Gassé doit-il confier l'attaque à Wilfried Zaha? Vous avez 30 secondes là-dessus, très rapidement. Non, je pense que non. Vous savez, aujourd'hui, on a des garçons qui sont en pleine forme. Crasso qui a 11 matchs, 583 minutes, 6 buts, 6 passes décisives. Christian Kwame qui a 8 matchs, 301 buts. Karim Konaté qui a 14 matchs, 7 buts, 2 passes décisives. Je pense que Zaha, il y a longtemps, c'est vrai, il peut jouer avant-centre, mais il y a longtemps qu'il ne joue pas à ce poste. Donc je pense qu'il faut mettre des avant-centres nominaux lors de ce match. Demander là-dessus sur Wilfried Zaha, en pointe de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire face au Maroc? Non, si tu le mets en pointe, c'est que tu changes de 4-4-3. Tu vas peut-être évoluer en 3-5-2, où Alès sera le pivot et Zaha va tourner autour. Maintenant, je dis, on a l'habitude de jouer en 4-4-3. Forcément, Zaha et Alès, qui est un attaquant de surface, il faut forcément des ailiers qui sont capables de lui envoyer les ballons. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand tu as un joueur, j'entends dire non, Zaha doit réinventer son jeu, non, on appelle Alès doit réinventer son jeu, mais il ne peut pas réinventer son jeu, il n'est pas fait pour ça. C'est un attaquant de surface. Et donc, un attaquant de surface, il faut des ailiers capables de lui donner les ballons. Et surtout d'envoyer des centres. Messieurs, avant d'aller pour les 30 secondes au Japon, je rappelle que nous avons donc le sondage, nous avons le résultat du sondage sur la question amicale. La Côte d'Ivoire doit-elle craindre le Maroc? Le oui l'emporte largement à 68% et le non pour 32%. Donc, Marcel Gourou,
On l'a dit, hein, le 8, elle emporte largement. La Côte d'Ivoire doit vraiment craindre le Maroc. Allez, c'est l'heure des 30 secondes au Japon. Le sujet, c'est la Côte d'Ivoire doit-elle craindre le Maroc? Marcel Goro, vous avez 30 secondes. Oui, je dis que non. La Côte d'Ivoire ne doit pas craindre le Maroc. C'est une équipe adverse. Il faut la respecter, c'est tout. Et respecter son statut. Et je crois que la Côte d'Ivoire a des joueurs pour réellement donner du change à cette équipe marocaine. Et je crois que la Côte d'Ivoire, au niveau, depuis la défense jusqu'à l'attaque, peut rivaliser d'ardeur avec cette équipe du Maroc. Pile poil. Charles Demandé? Je pense que la Côte d'Ivoire doit craindre le Maroc parce que ces derniers temps, la Côte d'Ivoire, le Maroc est la bête noire de la Côte d'Ivoire. Nous avons éliminé sur 2 matchs décisifs en 2017 à la CAN et aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Ensuite, le Maroc, c'est quand même la 13e nation au classement FIFA, première nation africaine, demi-finaliste de la Coupe du Monde, de la dernière Coupe du Monde, qui a battu le Brésil le 25 mars dernier en match amical, qui a des joueurs, qui a un groupe, qui a une équipe, qui a un entraîneur qui est futé, qui est intelligent, qui sait mettre en place une équipe. Je pense qu'il faut faire attention à cette équipe du Maroc. Mais cela ne veut pas dire que sur un match, la Côte d'Ivoire ne peut pas les battre, mais il faut faire attention à cette équipe du Maroc. Vous restez prudent, Charles Demandé. C'est très bien et c'est intéressant comme ça, car le football nous réserve parfois des surprises. Allez, c'est la fin de cette émission entre Charles Demandé et Martial Goro autour de ce débat. Le débat continue sur la page Facebook de la 3 nous dit entre Martial Goro et Charles Demandé qui a été donc le plus convaincant. On se dit au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.